Avec près de 30% du PIB, l'agriculture représente plus de 75% des recettes d'exportation hors produits pétroliers. Le secteur compte 46% de la population active, mais il est plombé par des difficultés, insuffisance de la synergie entre la recherche et le développement, problèmes de financement, etc. L'État a initié le programme national d'investissement agricole PENIA, fondé sur un financement public-privé. Objectif, corriger le déficit d'investissement cumulé dans le secteur depuis une dizaine d'années. En quoi consiste le PENIA? Quel est son mode de financement et quelles sont les réformes qui visent le secteur agricole ivoirien? L'agriculture et l'émergence à l'horizon 2020, thème du rendez-vous de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission RTI 1 reçoit. Invité le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, que je vous propose de découvrir dans ce portrait signé Francis Boifo. Il est titulaire d'une maîtrise de la faculté des sciences et techniques, d'une licence des sciences et techniques à l'université d'Abidjan dans les années 90. Mamadou Sangafoua Coulibaly est également titulaire d'un diplôme universitaire d'études scientifiques DUS. L'ancien étudiant de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique INSET d'Abidjan se lance dans l'initiative privée au lendemain de sa formation en 1999. Il crée son entreprise et se spécialise dans l'exportation des produits agricoles. Et cela jusqu'en mai 2003. En juin 2003, Mamadou Sangafoua Coulibaly est nommé directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Agriculture, poste qu'il occupe durant 7 ans. Reconnu pour son efficacité dans la gestion des dossiers relatifs au secteur agricole, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui confie en 2010 la gestion du ministère de l'Agriculture. L'actuel ministre de l'Agriculture s'intéresse également à la politique. Membre du bureau politique et du comité de direction du Rassemblement des Républicains RDR, Mamadou Sangafoua Coulibaly était, durant la présidentielle précédente, directeur central de campagne chargé de la logistique et de la sécurité du candidat Alassane Ouattara. Mamadou Sangafoua Coulibaly est né le 10 décembre 1964 à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Victor. Alors, tout à l'heure, vous aurez 3 journalistes qui vont défiler devant vous pour débattre de ce sujet, l'émergence, l'agriculture et l'émergence à l'horizon 2020. Découpage en 3 parties à travers les questions que je viens de poser. Vous aurez Noël Niagnon de RTI 1, Alla Kagné Alla de Fraternité Matin et Eddy Mousson de Radio Côte d'Ivoire. Et je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler au 22 40 12 50 pour qu'on recueille leurs préoccupations. Il y a Caroline Da Silva qui est au studio A. Alors, monsieur le ministre, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Cette pensée de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, est-elle d'actualité? Merci, Victoria, pour l'opportunité que vous me donnez de parler d'un secteur agricole de notre pays. Pour répondre directement à votre question, je vous dis que le succès de ce pays repose sur l'agriculture et continuera de reposer sur l'agriculture pour au moins les 10 à 15 années à venir. Et là, ce sont les études qui l'ont dit. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous allons parler de votre programme, le PENIA. Alors, brièvement, sur quoi repose le succès de ce programme? Vous l'avez dit dans votre élément introductif, vous savez, le secteur souffre en réalité de 2 maux. Depuis une trentaine d'années, pas une dizaine, et c'est même pire que ça. Bon, je dois dire que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est une situation qui est pratiquement sur le continent, d'un sous-investissement. Et la deuxième chose, et ça je pense que c'est spécifique à notre pays, de la qualité de la gouvernance. Donc le programme national d'investissement agricole vise à retourner l'investissement, à relancer l'investissement dans le secteur agricole. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à faire des réformes de manière à améliorer la qualité de la gouvernance du secteur. Voici, de façon résumée, ce que le PENIA recherche, bien entendu, avec des objectifs bien précis. Il s'agit
dans 5 ans, d'avoir un taux de croissance agricole de 9% dans le but de générer 2,4 millions d'emplois et de faire en sorte qu'on puisse sortir 6 à 7 millions de personnes de la faim et bien entendu de faire en sorte qu'on puisse assurer la sécurité alimentaire non seulement pour notre pays, mais aussi pour contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire de la sous-région. D'accord, monsieur le ministre, vous allez développer tout ça tout à l'heure avec les confrères cités. Merci. Alors, en vue d'impulser une nouvelle dynamique au secteur agricole durement éprouvé, le gouvernement a opté pour la construction de nouveaux fondements pour l'agriculture. Ces fondements se déclinent sous forme de projets au nombre de 6. Ces projets sont contenus dans un programme dénommé Programme national d'investissement agricole, PNIA. Les explications de Francis Boifo. L'agriculture reste un secteur clé de l'économie ivoirienne. Elle emploie 60% de la population et représente 34% du produit intérieur brut PIB. 2/3 des ressources d'exportation du pays proviennent de l'agriculture. Un secteur que le gouvernement ivoirien a décidé de réformer en 2010 au lendemain de la crise post-électorale. Le programme national d'investissement PNIA initié s'aligne sur les grandes priorités de développement et de la réduction de la pauvreté. Il vise à rattraper le retard accumulé au niveau des investissements publics et privés durant les 10 dernières années. Le PNIA prend en compte 6 projets. Améliorer les productions au niveau local, donc en termes de quantité, aussi en termes de qualité, de pouvoir avoir une bonne maîtrise de l'eau, c'est-à-dire reprendre tous les investissements dans les barrages. Il y a également un certain nombre de programmes concernant la sécurité alimentaire et puis l'appui aux différents acteurs. Il y a un programme qui porte sur le développement des filières. Il s'agit bien entendu d'améliorer les conditions qui vont permettre de pouvoir faire la mise en marché dans les meilleures conditions, bien entendu, de toutes les productions agricoles. Il y a un programme qui concerne les eaux et forêts. En réalité, pour que l'agriculture puisse avoir des résultats et des impacts durables, bien entendu, il faut qu'il y ait un bon couvert au niveau végétal. Il y a un programme sur les ressources animales et halieutiques qui rentre en compte, bien entendu, dans les efforts que le gouvernement veut faire pour améliorer la sécurité alimentaire des populations. La réalisation de l'ensemble de ces projets aura des impacts directs et indirects sur les populations. Le PNIA vise plusieurs objectifs stratégiques. Le taux de croissance que nous voulons atteindre d'ici à 2015, c'est bien entendu 9%. On veut sortir 6 millions de personnes de la faim. L'élaboration du programme national d'investissement agricole PNIA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, PDDA, créé en 2003 par l'Assemblée de l'Union africaine. Le PDDA porte principalement sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition et l'augmentation des revenus dans les économies africaines. Voilà, monsieur le ministre, vous êtes face à Noël Niayo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noël Niayo. Monsieur le ministre, je pense que vous avez déjà abordé le premier aspect de ma question. Je voulais dire comme ça que la Côte d'Ivoire a connu des plans quinquennaux de 1964 à 1980. On connaît les résultats aujourd'hui. Et vous mettez en place le PNIA. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise des nuances ou bien des différences? Bon, très bien. Alors, au lendemain des indépendances, notre pays a fait le choix pertinent et judicieux d'opter pour le secteur agricole pour son développement. Pour ce faire, l'État a consenti de nombreux investissements, de manière massive, j'allais dire. L'État a investi aussi bien dans les infrastructures agricoles que dans la production, dans la commercialisation, en passant par la transformation. Les résultats ont été au rendez-vous. Au bout d'une décennie, nous avons atteint un taux de croissance de 7%. Oui. Et on a parlé du miracle ivoirien. Merci. Alors, cela s'est fait aussi sur la base, vous l'avez dit, de programmes quinquennaux. Et bien entendu, dans les années 80, on a vu avec les cours de matières premières, les difficultés ont commencé parce qu'on était en crise au niveau économique.
Et donc, depuis les années 80, jusqu'à nos jours, je vais dire 30 ans après, les investissements dans le secteur ont diminué parce qu'il y a eu un retrait de l'État, souvenez-vous, en 1980 et jusqu'en 90, avec les plans d'ajustement structurel, l'État a été amené à se retirer. Simplement, quand l'État s'est retiré, le secteur privé, les organisations professionnelles agricoles qui étaient censées prendre le relais n'ont pas suivi. Et donc, il y a eu un sous-investissement dans le secteur depuis une trentaine d'années. On en parlait tout à l'heure. Parce que mal préparé à la question? Bon, vous savez, déjà, on avait une économie naissante. Donc, pour que le secteur privé, qui avait quand même des capitaux, le secteur privé, en ce moment, je pense que les capitaux n'étaient pas suffisamment lourds pour pouvoir avoir des investissements conséquents. Mais mieux, c'est que l'État aussi devait continuer son investissement au niveau des infrastructures, parce que l'État devait se replier sur son rôle régalien. Mais à cause de la crise financière qui a suivi, même l'État n'a pas investi dans les infrastructures agricoles, dans la recherche, dans la formation. Et ça, c'est le rôle de l'État. Même dans l'administration agricole. Donc les investissements de l'État ont baissé. Aujourd'hui, à un moment, et d'ailleurs c'est une moyenne africaine, ce que j'ai dit est valable pour la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour la plupart des pays africains. C'est que vous avez les investissements publics dans le secteur qui sont autour de 3 à 4%. Alors que quand vous regardez en Asie, c'est entre 11 et 15%. Donc on comprend bien, depuis 60, nous avons la même ligne de départ avec les pays d'Asie, et aujourd'hui, ils ont fait des progrès notables parce que chez eux, les investissements se sont accrus jusqu'à maintenant dans le secteur. Malheureusement, dans nos pays, il n'y a pas eu d'investissement, bien sûr pour des raisons de crise, mais parce que aussi, vous le savez très bien, je crois qu'il y avait une nouvelle orientation à partir des années 80. Même quand on prend les bailleurs de fonds, l'aide publique au développement avait baissé dans le secteur. Oui, déjà, quand on regarde, je me suis rendu compte que l'aide publique au développement était de l'ordre de 17% en 80. Aujourd'hui, c'est 5%. Donc il y a eu un désengagement général, pas seulement au niveau des États, mais au niveau même de la planète, de l'agriculture. Et ce sont les événements de 2007 qui ont rappelé à tout le monde qu'on n'a pas intérêt à se désintéresser du secteur agricole. Le PNIA vient donc combler ce déficit. Le PNIA, vous l'avez dit dans votre élément introductif, est la rencontre de deux volontés. Celle du président de la République, le président Alassane Ouattara, de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020, donc la doter d'un plan national de développement, dont le volet sectoriel est le PNIA au niveau de l'agriculture, mais aussi du programme de développement de l'agriculture en Afrique, dont vous avez parlé, et sur lequel les chefs d'État se sont accordés à Maputo en 2003, en disant trois choses simples. Premièrement, c'est par l'agriculture qu'on peut créer la richesse en Afrique, c'est par l'agriculture qu'on peut réduire la pauvreté, c'est par l'agriculture qu'on peut sortir l'Afrique de la faim. Ils ont demandé à chaque État de consentir au moins 10% de ses ressources publiques au secteur, de manière à créer une croissance agricole d'au moins 6% et de faire en sorte de diminuer le taux de pauvres dans leurs États de moitié par rapport à son niveau de 90. C'est l'OMD 1. C'est décidé quand? En 2003 à Maputo. Je vous rappelle que cette année, la part consacrée à l'agriculture est de 2,1% en 2013. Bon, plus précisément de 2,7%. Peut-être que nous pourrons reprendre nos calculs. Bon, il faut quand même noter que ce chiffre est en progression. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Dankan, qui a présidé la cérémonie la table ronde sur le PNIA, a été très clair. Il a promis 10%. Mais c'est progressif. Oui. Voilà. Donc vous allez voir que d'année en année, la part que l'État va consacrer désormais au secteur agricole va aller croissant jusqu'à atteindre les 10%. Les 10%, on peut dire jusqu'à quelle période? Donc je pense que d'ici l'horizon 2015-2016, on devrait pouvoir atteindre les 10% de ressources publiques accordées au secteur. Quels sont les secteurs qui vont porter cette agriculture? L'agriculture, bon, vous parlez de secteur, vous savez, chez nous, on parle aussi de filières. Je ne sais pas si vous voulez parler de secteur ou de filière, mais pour parler de secteur,
vous avez les ressources animales et halieutiques, vous avez les eaux et forêts, et vous avez aussi les végétaux. Alors, je veux plutôt parler des filières. Ah, des filières, ça c'est une question importante parce que vous savez, pour faire le PNA, ça a été l'objet d'une démarche rationnelle. Bien entendu, ça a été aussi une démarche très participative. Au niveau rationnel, je dois vous dire que nous avons fait une modélisation, c'est-à-dire nous avons, sur la base donc, du diagnostic et de la revue du secteur, nous avons essayé de savoir quelles sont les spéculations qui sont les plus porteuses de croissance. Mais je vais vous surprendre. D'abord, nous avons posé deux questions, en guillemets, à la machine, on va dire à la modélisation. La première, c'était quelles sont les filières qui sont les plus porteuses de croissance, qui peuvent créer de la richesse. La deuxième question, quelles sont les filières qui peuvent distribuer le plus largement possible la richesse, donc contribuer le plus efficacement à la réduction de la pauvreté. Savez-vous que le café cacao arrive en 7e position, derrière l'igname, derrière le manioc, la banane plantain, le maïs, le riz et les produits du bois. Donc voilà une première surprise que nous avons eue. Donc le PNA repose essentiellement sur ces spéculations. Bien entendu, les études ont dit qu'il ne fallait pas négliger les autres spéculations. Mieux, les études ont montré qu'il faut même aller au-delà du secteur agricole. Il faut que l'environnement général de l'économie se porte bien pour que le PNA puisse atteindre ses objectifs de croissance, de réduction de la pauvreté et d'élimination de la faim. Malheureusement, le secteur qui revient en 7e position occupe la plupart des terres. Alors, ça va être délicat quand même. Non. Déjà, en matière de terre, vous savez, notre pays a encore 60% donc des terres arables qui ne sont pas encore exploitées. Nous avons suffisamment de réserves. Ne confondons pas le problème d'accès à la terre qui est lié au problème foncier, au problème je signale que la question foncière fera l'objet d'une autre émission. D'accord. Alors, donc la deuxième chose à ce niveau, c'est que vous avez rien que sur les cultures qui sont là, nous avons des marges. Aujourd'hui, nous avons des rendements de 400 tonnes à l'hectare pour le cacao. Mais nous pouvons multiplier ce rendement, aller jusqu'à 2,5 tonnes par hectare. Ça, c'est avec les intrants. Oh, les intrants reviennent pas cher. Seulement. Nous devons, avec du matériel végétal performant, nous devons pouvoir augmenter les rendements. Monsieur le ministre, vous avez organisé une table ronde des bailleurs de fonds pour rechercher le financement du PNIA. Est-ce qu'on peut faire le point? Bon, vous avez raison, il faut faire le point. En fait, en allant à la table ronde, compte tenu des objectifs du PNIA, vous savez, on veut une croissance agricole de 9% dans 5 ans. On veut générer 2 400 000 emplois. On veut réduire, passer du taux de pauvres de 50% actuel à 16%, mais à l'horizon 2020, ça a un coût. Et le coût, c'était 2 milliards de francs CFA. Alors, nous avons fait la table ronde, premièrement, pour voir avec les partenaires techniques et financiers quels sont ceux qui sont intéressés par des programmes et à quelle hauteur. Bien sûr, avec le secteur privé, j'allais le dire, parce que si au lendemain des indépendances, notre investissement a reposé essentiellement sur le secteur public, le PNA, lui, l'investissement doit reposer essentiellement sur le secteur privé. Donc 60% de l'investissement repose sur le secteur privé. Donc pour faire le point, nous avons 60%. Nous sommes arrivés à un résultat de 2040 milliards. Donc vous avez 60% des 2040 milliards qui sont du secteur privé, soit 1600 milliards. Et le reste, c'est l'État et les partenaires techniques et financiers. Tout à l'heure, vous donnerez les détails lorsqu'on sera au chapitre de financement avec Ala Kani. D'accord. Voilà. Alors, autre question, est-ce qu'on a fini le tour de table au niveau des bailleurs? Oui, autrement dit, est-ce que d'autres bailleurs pourraient encore s'annoncer? Aujourd'hui, nous avons... Mais vous avez raison, parce que quand nous étions à la table ronde, c'est vrai qu'on avait beaucoup de bailleurs. Mais après cette table ronde, nous avons continué d'enregistrer d'autres bailleurs qui sont intéressés, notamment la BID, je vais parler des financements au niveau arabe, nous avons la BADEA. Tous ces bailleurs nous ont dit qu'ils sont intéressés par le secteur agricole. Alors si on veut faire un point, pour 2013,
les intentions de financement, les projets qui sont en cours de formulation aujourd'hui, pour démarrer en 2013-2014, nous avons 11 projets financés par les partenaires techniques et financiers à hauteur de 277 milliards de francs CFA. Et le secteur privé pour 2013-2014, c'est 233 milliards de francs CFA. Donc les deux chiffres cumulés, pour 2013 et 2014, pratiquement, nous sommes à 500 milliards de francs CFA si mes comptes sont bons. Quels sont les segments qui ont connu un début d'exécution? Vous avez par exemple l'investissement dans les infrastructures agricoles, notamment les pistes de desserte agricoles. Donc nous avons aujourd'hui pour près de 10 000 km linéaires à reprofiler en 2013 et 2014. Vous avez aussi les magasins de stockage. Nous avons pour près de 114 magasins de stockage à construire entre 2013 et 2014 pour un coût global de 12 milliards, je crois, ou de 6 milliards, excusez-moi. Ce sont les routes qui vont faire près de 12 milliards. Et donc, on peut se demander, mais les pistes agricoles, ça a quoi à voir avec la sécurité alimentaire? Vous savez, on perd 30 à 40% de nos récoltes du fait de la dégradation du réseau routier. Donc, en investissant dans les pistes de desserte agro, on facilite les transactions. Monsieur le ministre, le problème de la terre, l'une des composantes pour créer de la richesse dans le secteur agricole. Or, le problème du foncier est récurrent en Côte d'Ivoire. Quelle est la part de ce foncier dans le PENIA avec les réformes annoncées? D'abord, tous les investissements, tous les projets que nous avons dans le cadre du PENIA, la base, c'est la clarification préalable donc, du foncier. Donc, si vous avez, par exemple, quand je prends les projets en ce qui concerne les projets de sécurité alimentaire, où nous avons des privés qui sont intéressés de venir investir, c'est-à-dire qu'ils vont encadrer des producteurs qui vont produire et ils vont enlever la production. Pour ces producteurs, on va exiger qu'on clarifie la situation foncière des terres sur lesquelles ils travaillent. C'est pour sécuriser l'investissement de ceux avec lesquels ils vont contractualiser. Pourquoi on le fait? Et je dois dire que quand on dit clarifier la situation foncière, vous pouvez ne pas être propriétaire de la terre que vous exploitez. Mais même si vous n'êtes pas propriétaire de la terre que vous exploitez, vous pouvez avoir un contrat d'exploitation en bonne et due forme. Donc cela permettra de minimiser les risques liés au foncier. On a parlé de la terre, on va maintenant parler de ceux qui travaillent la terre et de leur encadrement et des moyens à mettre en œuvre pour plus de productivité. Les hommes. Qu'est-ce qui va être fait pour régénérer la population rurale? Les former, c'est-à-dire les rendre aptes aux nouveaux enjeux. Oui, il y a un programme qui porte sur le renforcement des capacités des parties prenantes. Il s'agit là de se donner les moyens humains et matériels pour mettre en œuvre ce programme. Donc, pour mettre en œuvre le programme national d'investissement agricole. Donc, il y a un programme tout entier qui est consacré à cela. Et c'est un volet qui est important, le volet de la formation, vous l'avez dit. Vous savez, l'agriculture, c'est quand même la chaîne des valeurs. C'est ce qu'il y a de complexe dans l'agriculture, c'est que si un des maillons ne fonctionne pas bien, les efforts que vous faites sur les autres maillons ne vont pas produire leur effet. Surtout que les jeunes rechignent encore à retourner à la terre, véritablement. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il suffit simplement... Nous avons des jeunes qui sont retournés à la terre pour plus qu'ils gagnent leur vie. Je crois que c'est ça la réalité. Vous savez, nous avons par exemple l'INFPA, quand nous ouvrons le concours, pour au moins de 1000 places, nous avons jusqu'à 15 000 candidats. Il y a vraiment une volonté des jeunes de retourner à la terre. Simplement... Excusez-moi, monsieur le ministre, à l'INFPA, ils sont plus intéressés par les eaux et forêts parce que là-bas, ils gagnent, et du moins ils veulent aller dans l'armée, être agent forestier que de travailler, d'aller à l'agriculture. Non, il y a ceux qui vont, parce que oui, c'est vrai, vous avez raison, la plupart d'entre eux sont intéressés pour entrer aux eaux et forêts, mais il y en a d'autres qui sont intéressés par les matières végétales et animales. Donc ceux-là sont formés. Ils peuvent soit intégrer la fonction publique si la fonction publique ouvre un concours, ou bien ils peuvent se mettre à leur propre compte, ou alors ils peuvent être recrutés par des sociétés privées qui exercent dans le domaine agricole. Monsieur le ministre, un institut pour un pays à vocation agricole, c'est pas peu? Bon, vous savez, déjà la formation agricole dans notre pays part depuis l'ENSA, depuis la formation académique jusqu'à la formation qualifiante. Et sur ça, nous avons effectivement, dans le cas du PNA, nous avons une réforme en cours qui vise à faire en sorte qu'au niveau
des espaces agroécologiques de notre pays, c'est-à-dire les endroits où on peut avoir les mêmes cultures. Nous allons installer ce qu'on appelle des centres de formation intégrés, et c'est en cours de négociation avec le secteur privé. Je ne vais pas faire de publicité, nous sommes très avancés. Ce sont des centres où les producteurs qui auront pour objet de renouveler la population agricole. Il a raison, parce que nous avons fait le point dans le secteur du cacao, 60% des producteurs ont plus de 60 ans. Oui. Donc il faut déjà travailler au renouvellement de la population agricole, c'est-à-dire ceux déjà qui sont là, il faut, quel que soit leur niveau, il faut continuer de les encadrer pour qu'ils puissent assimiler les nouvelles techniques de production. Mais mieux, il faut que les jeunes agriculteurs soient formés sur le tas et qu'ils puissent s'installer. Et bien sûr, il faut mécaniser l'agriculture. Si elle n'est pas mécanisée et modernisée, on ne pourra pas en réduire la pénibilité et on ne pourra pas attirer les jeunes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quand commence cette mécanisation de l'agriculture? C'est un autre volet qui est important. Vous savez, la mécanisation, ça dépend. On a eu des expériences dans ce pays, mais si vous prenez certaines filières, elles sont mécanisées. Il y a d'autres qui sont mécanisées, il y en a qui sont moins mécanisées. Je prends par exemple la filière coton, c'est une filière qui est mécanisée. Vous allez me dire semi-mécanisée. La culture à télé a fait ses preuves dans le coton, parce que simplement, compte tenu de la typologie des exploitations, ce sont des exploitations de petite taille. Alors, il ne faut pas chercher des tracteurs là où vous avez des exploitations de petite taille. Et la culture à télé a fait ses preuves. Le premier programme qui a été lancé et financé par le bailleur de fonds a été un programme qui a eu un grand succès. Et je crois qu'ils sont en train de lancer le deuxième volet de ce programme. Bon, évidemment, vous avez au niveau de la riziculture, plutôt que de donner des tracteurs, nous avons des motoculteurs qui sont mis à la disposition des exploitants. Justement, au niveau de la riziculture, qu'est-ce qui est fait? Parce que nous sommes toujours dépendants de l'extérieur. Oui, jusqu'à 50%, oui, sans vouloir revenir un peu trop en arrière. Oui, nous sommes dépendants de l'importation de 50%, ça c'est pour le riz. Oui. Mais est-ce que vous savez que nous sommes dépendants des importations de plus de 90% pour ce qui est du lait et des produits laitiers? Oui, donc c'est tout cela qu'on doit corriger. Voilà. Et c'est l'objectif du programme national d'investissement agricole, c'est de faire en sorte, parce que nous avons les potentialités de créer sur place. Mais pour le faire, il aurait fallu investir. Vous savez, la Côte d'Ivoire est quand même un pays agricole. On a eu une expérience qui a réussi, le pays a pu se développer. Donc je crois que le savoir-faire existe. C'est clair. Si vous n'investissez pas, le résultat est clair. On va avoir on ne pourra pas... Alors, monsieur le ministre, comme je suis un peu tenu par le temps, je vais y aller. Vous avez 5 minutes. Oui, c'est ça. Alors, les nouvelles technologies, le milieu rural, comment s'y prend-on? On y a pensé? Bien sûr. Les nouvelles technologies sont partout aujourd'hui. Je vais vous prendre par exemple un exemple. Nous avons adopté en Conseil des ministres un projet d'étude pour une bourse de physique. Cette bourse de physique ne pourra pas fonctionner sans les nouvelles technologies de l'information, parce qu'elle consistera en 2 mots, à faire en sorte que le producteur qui a même un sac de noix de cajou, de riz, tout ce que vous voulez, il y a un magasin. Quand il arrive dans ce magasin, son sac est pesé, la qualité est déterminée et tout de suite, sur la toile, l'information est disponible. Et ça permet donc à ceux qui sont intéressés, donc il y a un échange qui se fait entre fournisseurs de matières premières et acheteurs de matières premières. Et ça permettra donc de faire jouer l'éthique. La deuxième chose, c'est que par les cellulaires, on peut donner de multitudes d'informations aux paysans. On peut faire en sorte qu'ils soient informés des décalages qu'il y a au niveau des saisons. Vous savez, avec les changements climatiques, nous avons maintenant des installations qui permettent de recueillir des données sur les satellites et faire en sorte qu'on puisse donner ces informations aux paysans, qu'ils adaptent leur calendrier culturel. Donc je peux continuer à l'infini les exemples sur lesquels on pourra se baser sur l'éthique pour essayer de développer le secteur agricole. Il y a les questions transversales, oui, c'est-à-dire les questions de route, les questions de santé, les questions de l'école. Comment le PENIA entend organiser tout cela en collaboration avec vos collègues ministres? Bon. La santé, c'est le ministre de la Santé, l'éducation, c'est le ministre. Mais, oui, mais ce que vous voulez dire, c'est que dans le... santé pour, oui, non, je pense que c'est l'exemple du cacao, bien sûr. Vous savez, par exemple, et justement, quand l'État était dans le secteur, l'État rendait un certain nombre de services aux producteurs.
Il y avait bien sûr les infrastructures, mais l'État investissait dans les infrastructures de base, notamment pour l'eau, pour l'électricité. Mais le conseil du café 2 cacao. minutes. Alors, bon, pour 2 minutes, moi, ce que je vais demander, c'est quels sont les indicateurs de performance, parce que les Ivoiriens ont certainement envie de vous suivre. Quels seront les indicateurs de performance? Vous avez totalement raison. Le tout n'est pas d'élaborer un programme, d'avoir son investissement, mais il faut mettre en effet des instruments de suivi et évaluation. Et ce n'est pas fait seulement par la Côte d'Ivoire. Nous serons évalués et suivis par les CEDEAO, par l'Union africaine. Donc, dans une structure qui a été spécialement dédiée pour cela, parce que l'élaboration du programme s'est faite avec ces instances internationales. Et croyez-moi, chaque année, nous serons jugés et les gens verront. Bien sûr, si les investissements provenus suivent, il n'y a pas de raison que les résultats escomptés ne suivent pas. Vous prévoyez un bilan à mi-parcours? Ah oui, il y a c'est quand? Chaque année, nous faisons le point. D'ailleurs, bientôt, nous allons mettre en place le comité de pilotage du PENIA. Vous me direz que ce n'est pas venu le plus tôt possible, mais c'est vrai. Mais ce travail a commencé, le travail de suivi a commencé. Et nous avons même au niveau international, nous avons des réunions entre nos ministres qui sont engagés dans les programmes nationaux d'investissement agricole pour faire le point. Je peux vous dire que il y a diverses fortunes là-dedans. Il faut que les investissements promis suivent pour que les résultats escomptés puissent être au rendez-vous. Merci, monsieur le ministre. Merci.